Bonjour et bienvenue au podcast Ton Tremplin. Je m'appelle Mélissa Plante. J'espère que tu vas bien. Je regarde mon chronomètre parce que je veux toujours savoir combien de temps je jase. L'idée, c'est pas s'éterniser pendant 1 heure, je trouve, parce que des fois, on perd le fil. Fait que je veux essayer de vous dire tout ce que j'ai à dire, que ça soit concis, clair, super intéressant. Fait que chronomètre starté, ça fait un petit bout que je ne me suis pas déposée ici. On est en été et j'ai décidé de ralentir un peu la cadence des podcasts parce que vous êtes occupés à vivre vos vacances. Je suis occupée à vivre ma vie d'été aussi. Puis je me suis dit, pourquoi pas slacker un peu. Si tu as suivi les derniers épisodes, ne t'en fais pas, j'ai testé mon micro avant de commencer. On est OK avec le son. Je ne paniquerai pas en début d'épisode. Aujourd'hui, j'avais envie de te parler de mon histoire. Puis si tu es là depuis longtemps, je m'en excuse parce que je vais la raconter encore. Ça fait quelques fois que je raconte des bouts un peu par-ci, par-là, mais pour mon histoire au complet, c'est au début de mes enregistrements de podcast. Ça fait déjà 4 ans. Fait que je me suis dit pourquoi pas mettre ça un peu à la saveur 2024 parce que j'ai eu beaucoup de questions par rapport à mon histoire au début de mon parcours santé aussi. Je me suis dit, tiens, on va faire un recap de mon cheminement santé, de mon épuisement en podcast. Je me suis pas vraiment pris de notes parce que c'est mon histoire, je la connais. Mais c'est sûr que si j'oublie des bouts, ça se peut que ça passe du coq à l'âne. Je vais essayer de faire ça le plus en ligne droite possible sur une ligne du temps, comme on a appris à l'école. On start ça. Parce qu'on part de loin. Moi, toute mon histoire a commencé avec le système de santé parce que j'étais technologue en imagerie médicale. Donc, à mon secondaire 4, quand je dis qu'on part de loin, on part de loin, exact. Quand j'étais en secondaire 4, ma mère a été très malade. Ma mère a été hospitalisée pour une pneumonie parce qu'elle toussait, c'était sans fin depuis, elle traînait ça depuis quelques semaines, mais ça faisait juste empirer. Puis à un moment donné, c'était comme, OK, ça ne se gère plus, elle fait que tousser, elle dormait plus, elle a de la misère à manger. Donc, on l'a amenée aux urgences, puis là, perfusion, soluté, et ils ont commencé à lui donner des antibiotiques. Ce qui est arrivé à ma mère, c'est qu'au lieu de son corps prendre les antibiotiques pour s'aider, c'est comme s'il les a rejetés un peu. C'est comme si, en plus de combattre la pneumonie, il s'est mis à combattre tous les médicaments qui lui étaient donnés pour l'aider. Finalement, fait à place de l'aider, c'est comme si ça la nuisait encore plus. Ça se dit-tu, la nuisait? Je pense pas. C'est son corps rejetait, donc il se battait encore 2 fois plus. Et elle n'a pas arrêté de tousser, ça allait vraiment pas bien. Finalement, ma mère a terminé au soin intensif et elle a été dans un coma pendant 11 ou 12 jours. Je perds le fil parce que ça fait déjà quelques années, mais on va se dire 11 jours pour les besoins de la cause. Et il y a un bout de temps où est-ce qu'on ne savait pas si ma mère allait se réveiller. Les médecins avaient dit on est comme à mi-chemin à 50-50. Ça se peut que votre femme se réveille, ça se peut qu'elle ne se réveille pas. Et dans ce parcours-là hospitalier, j'ai passé beaucoup de temps à l'hôpital, de l'hospitalisation quand ma mère est arrivée aux urgences, après ça, les soins intensifs parce qu'elle était, on va se dire, 11 jours, puis après ça, elle était environ 1 mois sur les étages. Fait que j'en ai vu des choses et quand j'étais aux urgences, donc au tout début du parcours de ma mère, il y a une urgentologue qui m'avait expliqué un rayon X des poumons. Elle m'avait demandé j'avais quel âge. J'étais en secondaire 4, donc là, j'étais en recherche de carrière. Puis elle m'avait dit, bon, on sait jamais, peut-être que tu seras médecin, peut-être que tu seras technologue, peut-être que tu seras préposé aux bénéficiaires. Et elle m'avait expliqué c'était quoi le rayon X des poumons, qu'est-ce qu'on voyait là-dessus. Et ça m'avait fascinée. Et je pense que cette journée-là, ma carrière s'est décidée. J'ai appliqué pour être technologue en imagerie médicale et c'est ce que j'ai fait. J'ai été acceptée à Montréal au Collège Antique, puis je me suis lancée après ça dans mes 3 ans de cégep. Donc, à l'école, on nous disait beaucoup qu'on était extrêmement attendus dans les centres de santé, c'est échographie, les scans, la résonance magnétique, les rayons X, évidemment. Et j'ai démarré ma carrière, donc j'ai gradué 3 ans plus tard et j'ai démarré ma carrière en Lyon en voulant
aider le monde le plus possible, comme on avait aidé ma mère, aider le plus de gens possible à se rétablir avec leur diagnostic, puis aussi aller alléger le fardeau de mes collègues technologues. Puis je sais que quand je le dis rationnellement comme ça, beaucoup d'années plus tard, c'est intense parce que une personne qui est moi ne peut pas soulager le fardeau de tous les technologues en imagerie du Québec, de tout le Québec, là. C'est pas juste un centre hospitalier. Dans ma tête, là, moi, j'allais sauver le monde. Littéralement, je graduais et je voulais vraiment aider le plus possible. Ça, c'est vraiment important que je te le dise parce que je sais qu'il y a plein de gens qui écoutent en ce moment qui sont dans le système de santé, de près ou de loin, que ce soit des infirmières, des préposés aux bénéficiaires, des technologues en imagerie, des technologues en laboratoire. Il y a peut-être même des médecins qui m'écoutent en ce moment, les infirmières bachelières, etc. Mais aussi tous les corps de métier qui sont en relation d'aide. Par exemple, les nutritionnistes, par exemple, les nanothérapeutes, par exemple, là, ça fait exprès, je perds les physiothérapeutes qui sont en centre hospitalier, puis il y en a aussi en pratique, mais tous les corps de métier que j'oublie, qui sont en relation d'aide, quand souvent on se lance dans ce métier-là, c'est pour aller aider, apporter un support, guérir, soulager. Et on se lance là, le cœur à bout de bras parce qu'on veut donc sauver le monde. Et c'est exactement comme ça que moi, je me sentais quand j'ai gradué. J'ai gradué à 20 ans et souvent, qu'est-ce qu'on dit quand on sort de l'école? Ben, c'est le temps de travailler. C'est le temps de se ramasser de l'argent, tu as de l'énergie, tu es capable de travailler, travaille fort, paye tes dettes, fais des overtime, mets de l'argent de côté, ramasse-toi des sous. C'est ce que j'ai fait. Fait que j'ai travaillé, j'ai travaillé, j'ai travaillé, j'ai travaillé, j'ai travaillé, les amis. J'acceptais énormément de temps supplémentaire. Un, pour avoir de l'argent, parce que c'était la première fois de ma vie que j'avais un aussi gros salaire que ça à 20 ans, c'est extraordinaire. Deux, parce que j'étais dans une ville que je connaissais pas. J'ai déménagé à Gatineau, en Outaouais, donc j'avais pas beaucoup d'amis, à part des collègues de travail. Dans le coin, j'avais personne. Donc, pour voir du monde, ben, il fallait que je sois au travail, donc je travaillais. Et pour sauver le monde, aider mes patients que j'adorais. Et aussi parce qu'il y avait beaucoup de temps supplémentaire obligatoire. Et si tu ne prends pas le temps supplémentaire, ben, ça se transforme en temps supplémentaire obligatoire. Donc là, on veut souvent épargner les collègues qui ont des enfants. On veut épargner les collègues qui ont des conjoints. Si moi, je suis toute seule, j'ai pas d'enfants, je suis en appartement, je suis toute seule avec mon chat, je suis aussi bien travailler. Donc, c'est ce que je me suis répété pendant plusieurs semaines. Les semaines ont continué en mois, les mois ont continué en années. Et au travers de ça, j'ai commencé à faire la garde, donc travailler jour, soir, nuit. La fin de semaine, j'ai fait de garde 24 heures sur 24, je travaillais un week-end sur 2. Tu vois le principe. Tu le sais que le système de santé, tu sais comment c'est. Au Québec, tu le sais pas, ça va pas bien et j'ai envie de dire même que le système de santé québécois est malade. Et tout ça, ben, ça a perduré des années. J'ai eu des vacances qui ont été refusées, j'ai eu des congés que j'avais demandé 6 mois à l'avance qui ont été refusés. J'ai voulu changer mes vacances de semaine parce que mon père a une chirurgie pour son cancer du côlon, ça a été refusé. J'ai manqué le mariage de mon parrain. Donc, tous ces petits irritants-là, suivis de beaucoup, beaucoup, beaucoup de travail, suivis de malbouffe parce que je travaillais beaucoup. J'avais pas le temps vraiment de cuisiner, d'aller faire une bonne épicerie, manger des choses de qualité. Donc, je mangeais sur le pouce, je mangeais tout croche. Ça m'est arrivé de souper des sacs de chips, là. C'est pas... ça m'est arrivé de souper des 2 litres de crème glacée aussi. Quand j'avais congé, ben, je voulais en profiter. Donc, pour moi, en profiter, c'était aller au resto, c'était boire de l'alcool, c'était me coucher tard. Et déjà que je me couchais tard, parce qu'on se rappelle, je travaillais beaucoup, je faisais de la garde, jour, soir, nuit. Ben, tu sais exactement où ça a amené. Ça a amené à, j'étais à bout de mon rouleau. Tu sais, je me suis moi-même
embarquée dans une espèce de cercle vicieux qui m'a mené à ma propre perte. Parce que tu travailles beaucoup, tu ne reposes pas beaucoup, tu ne manges pas bien, tu ne dors pas beaucoup. J'étais sédentaire. Je ne sais pas si tu avais compris ça, mais je ne faisais aucune activité physique. Quand je dis aucune, c'est mon activité physique, c'était la marche à l'hôpital, là, me promener d'une chambre de patient à l'autre. Fait que ça a duré un bon bout. Ce que je préférais à l'hôpital, c'était les grilled cheese au bacon. Donc, ça donne un petit peu une idée de où est-ce que j'étais. Et là, j'ai commencé à boire du café. Moi, je ne buvais pas de café, j'aimais pas ça. Fait que, bref, tu sais exactement où ça m'a mené, à un épuisement. Donc, une bonne journée, ma gestionnaire a pris une décision par rapport au dîner et je me revois encore parce qu'il y a des gens qui n'allaient pas dîner. Donc, on sautait notre heure de lunch, mais on était pour être payés. Hein? Avec le recul, je me dis, mais c'est complètement ridicule. Tu peux pas ne pas manger dans la vie. Et cette journée-là, c'était comme la goutte qui faisait déborder le vase parce que ça faisait probablement des jours qu'on sautait nos pauses puis nos dîners, mais on était pour être payés, tu comprends? Fait que cette journée-là, Mélissa, elle voulait plus encaisser, ça fonctionnait pas. Comme je t'ai dit, c'était vraiment la goutte qui a fait déborder le vase et j'ai crié après ma gestionnaire. Puis là, je te dis ça, puis je suis vraiment pas fière de ça, mais j'ai crié après. Et quand cet incident-là est arrivé, c'est comme si je me suis vue. Comme si j'étais à côté de moi, puis je me voyais crier, puis je me disais, my God, t'as pas de bon sens. C'est pas toi. T'sais. Et à ce moment-là, j'ai été moi-même m'inscrire aux urgences. Puis je dis, ça marche pas. Ça ne fonctionne pas, mais ça marche pas. Et quand je me suis inscrite aux urgences, j'ai évidemment explosé. Ça allait tellement pas. Imaginez-vous donc comment escorter en taxi. J'avais une préposée aux bénéficiaires avec moi qui m'a escortée jusqu'à l'hôpital psychiatrique pour me faire évaluer par un psychiatre. Imaginez-vous donc. Et j'avais tellement l'air de mal aller qu'ils se sont dit elle ne se rendra jamais à l'hôpital psychiatrique, elle va se sauver parce que ça va pas. Fait qu'on va l'accompagner. Ce qui était quand même un peu farfelu, bizarre, parce que je me suis moi-même enregistrée aux urgences. Mais bref. Donc, le processus est arrivé, rencontrer le psychiatre, je n'étais pas en danger pour ma propre personne. Donc, ils m'ont laissé quitter avec des antidépresseurs et ils m'ont fortement recommandé d'aller voir un psychologue. Et de faire des changements à mes habitudes de vie parce qu'on s'entend que c'est pas nécessairement seulement les antidépresseurs qui allaient me sauver, mais la partie aide, ça a été effleuré à peine. Mais je m'étais dit, j'ai fait un premier pas, je vais aller consulter l'aide aux employés. C'est surprenant que j'ai eu cette réflexion-là parce que j'allais vraiment pas bien. Et comme je vous dis, cette partie-là avait été effleurée légèrement. Puis si je rentrerai pas maintenant dans mon opinion par rapport aux antidépresseurs, c'est pas ça l'idée ici. Mais à ce moment-là, c'était plus, voici la prescription, tu as 3 semaines d'antidépresseurs. Ça non plus, je rentrerai pas là-dedans parce que oui, j'avais seulement 3 semaines et pas de médecin de famille. Donc, j'ai moi-même choisi d'aller voir le psychologue, l'aide aux employés qui était fournie avec l'hôpital. Donc, j'avais 3 heures de thérapie. Donc, 3 séances. 3 semaines d'antidépresseurs, 3 séances de psychologue. Merci, bonsoir, ma belle, c'est guéri. Comme je dis, je rentrerai pas dans ce que je pense de ce système-là et des antidépresseurs parce que juste le dire, tu comprendras que quand quelqu'un est en épuisement, 3 heures de psychologue et 3 semaines d'antidépresseurs, c'est complètement stupide. Pour ne pas dire d'autres mots. J'ai pas envie de mettre le petit E sur l'épisode, donc on va garder ça clean. Donc, j'ai été voir un psychologue qui était un homme extraordinaire. Je me rappelle pas son nom, c'est correct comme ça. Et là, il m'a écouté, puis j'ai pleuré sans fin. Et il m'a fait ses recommandations. Rapidement au début, parce que tu comprendras qu'on avait 3 heures, hein, il faut que ça y aille par là. Il faut me sauver en 3 heures.
Et dans ses recommandations, il m'a dit, là, Mélissa, je te fais une prescription. Et là, sur YouTube, tu as vu, j'ai mis des guillemets, des air guillemets, des guillemets imaginaires. Je te fais une prescription. On s'entend que c'était pas une prescription, c'est un psychologue, il ne prescrit rien, c'est une façon de parler. Donc, il me prescrivait de l'activité physique. Je vais leur dire, c'est la clé ici. Il me prescrivait de l'activité physique. Il m'a dit, mais ça, tu dois, évacuer ton stress. Parce que là, tu t'es mis toi-même le poids du monde sur tes épaules. Il faut que ça sorte. 2, ben naturellement, quand tu vas faire l'activité physique, tu vas boire un petit peu plus d'eau. 3, tu risques d'être fatigué. Ça va aider ton insomnie. Parce que je ne te l'ai pas dit, mais je faisais de l'insomnie. Je dormais entre 1 et 3 heures par nuit. Parce que je pense que c'est comme la garde qui m'a induit ça parce qu'avec Back in the Days, on avait une pagette. Je ne sais pas en 2024 si on a encore une pagette. Mon feeling est que oui. Mais on avait une pagette et ça sonnait à toute heure du jour et de la nuit. Et ça troublait énormément mon cycle de sommeil. À un moment donné, je dormais. Donc, il m'avait dit, l'activité physique, ça va te fatiguer d'une autre façon. Ton corps aussi va être fatigué, pas juste ton esprit. Donc, ça va aider ton insomnie. Et souvent, quand on s'entraîne, ben, on boit un peu plus d'eau, puis aussi, on va manger un peu mieux. Tu sais, t'as pas nécessairement toujours le goût d'aller manger du fast-food quand tu as couru, par exemple, un 5 km ou quand tu es allé au gym faire un cours de spinning. Donc, première chose, c'est ça. Et naturellement, tu vas voir, il y a des changements qui vont se faire. L'alimentation, le sommeil, l'eau. Puis, il m'avait fait d'autres recommandations, comme prendre des moments off, avoir des week-ends de congé, des week-ends d'évasion, louer un Airbnb, avoir un aquarium. J'étais loin d'avoir des week-ends de congé, j'étais loin de louer un Airbnb. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai eu un aquarium. Signe de la vie, mon collègue s'est débarrassé de son aquarium, je l'ai pris, je l'ai encore d'ailleurs à ce jour. Et j'ai commencé la course. Si tu me suis sur les réseaux, ça vient de là. Pourquoi? Ben parce que je te l'ai dit, je travaille à l'hôpital sur les chiffres, jour, soir, nuit. Les fins de semaine, 1 sur 2, la semaine de jour, des horaires changeants. Et c'était difficile d'aller au gym, donc je me suis dit, ben, c'est la course, tu passes ça n'importe où, n'importe quelle heure, ça prend pas grand-chose, des shorts, un t-shirt, des espadrilles, c'est parti. Donc, je suis partie près de l'hôpital et il y a une école pour adultes et leur stationnement, c'est une belle boucle asphaltée. Souvent, hiver comme été, il y a des gens qui vont aller pédaler, courir, faire du rollerblade parce que c'est à peu près 2 km le stationnement, l'anneau de stationnement autour. Et en hiver, c'est super bien déneigé, donc ça peut être intéressant pour aller courir quand les chemins sont comme moins beaux, tu sais. S'il fait un peu plus froid, ben au pire, tu n'es jamais loin de ta voiture, tu peux quitter si jamais tu as froid ou si le ciel est comme nuageux et tu penses qu'il va se mettre à pleuvoir. Je me suis dit, je vais aller là, je vais faire 3-4 tours. C'est calculé 3-4 tours, 6-8 km. Puis ça va être ma première course, puis je vais y aller comme ça, puis je vais cocher que j'ai fait ça, puis je vais être bien fière de dire à mon petit que j'ai été correct. Et c'est là que il y a un autre grand drame qui est arrivé parce que j'ai commencé à courir et à peu près, je sais pas, 2, 3, 400 mètres au début de ma course, ben, mes poumons brûlaient. J'avais le cœur dans la gorge. Mon cœur, il était dans ma gorge, puis il voulait sortir aussi, mal au cœur. Je pensais vomir. Et là, j'ai comme compris, j'ai pris conscience, en fait, que j'étais vraiment, mais vraiment mal en point au point de vue de ma santé. Ça a été quand même frappant parce que là, j'étais fatiguée de ma job. J'étais tannée de la façon que c'était géré, comme on était traité. Et là, je me suis rendu compte à quel point j'étais pas juste épuisée mentalement, mais que mon corps était zéro en santé. Et ça, c'était peut-être mi-vingtaine. Tu sais, pour quelqu'un à cet âge-là, j'aurais dû être capable de faire 2 km de course, comme minimalement, et j'ai pas été capable de faire 500 mètres. Je me rappelle, j'ai arrêté de courir, j'en ai pleuré
de colère, de tristesse, de frustration après moi, c'est parce que je me suis tellement laissée aller. J'ai voulu m'occuper de tout le monde à l'hôpital, mes collègues, pour qu'ils fassent des heures supplémentaires, mes patients, que les gestionnaires fassent leur belle horaire, puis ça fonctionne, puis je prenais des chiffres, puis je remplaçais mes collègues, je faisais des échanges pour accommoder tout le monde. Mais moi, là-dedans, je m'étais complètement oubliée. C'est comme si sur cet anneau-là de course, ça m'a comme hit en pleine face. Tu sais, un coup de pelle dans la face, pow! Et ça, c'était, comment je dirais ça, le point de non-retour, peut-être, parce que je me suis dit, je n'étais pas émotive, ça va, je vais rester pas émotive. Je veux pas mettre à, les émotions sont pas loin, mais je veux pas nécessairement euh, pleurer. Je veux vraiment te raconter ce récit-là, parce que je pense que c'est important et j'aimerais ça le faire sans pleurer. À ce moment-là, j'ai comme pris la décision que je voulais plus jamais me sentir comme ça. Je me sentais pas bien, là, mais j'avais un pas dans la bonne direction, puis je voulais pas revenir en arrière. Jamais. Et ça, je te dirais que je regarde le temps, là, parce que je veux pas que ça dure 2 heures, parce que je suis capable de parler 2 heures. Et ça a été le début de mon parcours santé. J'ai pris la décision à partir de cette journée-là, de juste avancer pour jamais retourner où est-ce que, tu sais, comme je me sentais à cette minute-là précise. Je vais t'épargner tous les détails parce que j'ai eu des on and off comme tout le monde. Je me suis inscrite au gym, j'ai pas été, j'ai fait des cours, je n'allais plus. J'ai continué de travailler à l'hôpital, donc tu sais, je continuais la garde. J'allais à des cours de yoga pour essayer de gérer mon stress. Ma pagette sonnait 5 minutes après le début du cours, je devais partir. Il y a eu des hauts et des bas par la suite pendant des années. Je ne suis pas meilleure que personne. J'ai pris la décision sur l'anneau de course à cette minute-là de faire les pas en avant pour jamais me sentir comme ça, mais ça s'est pas fait en claquant les doigts. Je sais pas si tu as entendu. Oui, c'était une décision que j'ai prise, mais après ça, c'était une montagne russe avec des embûches, des difficultés, je sais pas par où commencer. Je suis fatiguée, ça fonctionne pas. J'avais un surplus de poids, ça perdait pas. Puis c'est pas parce que j'ai pris la décision que tout m'est tombé du ciel après. J'ai travaillé. Comme je vous dis, je me suis inscrite au gym, j'ai été, j'ai pas été. Euh, Ça a pris du temps pour, après ça, implanter une espèce de routine. Parce qu'avec, encore là, avec l'hôpital, je n'avais pas de routine. Puis, j'ai eu une collègue de travail que j'ai travaillé avec à l'hôpital, qui n'était plus là, qui avait quitté. C'était une étudiante quand j'ai travaillé avec elle. Puis là, elle avait commencé à s'entraîner de la maison. Et je me suis dit, ben, peut-être que ça pourrait être une solution parce que des fois, aller au gym, ça me faisait perdre du temps que j'avais pas pour m'entraîner. Donc, c'est là, à ce moment-là, que j'ai commencé à m'entraîner de la maison et je vous dirais que ça a facilité pour moi le fait de le mettre à mon horaire. Encore là, est-ce que c'est magique? Est-ce que c'est miraculeux? Non. Parce que même si je veux faire 30 minutes d'entraînement, oui, j'ai pas le déplacement en voiture, mais il faut quand même que je prenne le temps et que je le fasse. Ça aussi, c'est à chaque jour, je me recommets à cette décision-là de prendre ce temps-là pour moi. Parce qu'à chaque jour, je veux mieux manger, je veux avoir plus d'énergie, je veux bien dormir. Surtout, je veux jamais me retourner en arrière. Jamais, jamais, jamais. Donc ça, c'était le début de mon parcours santé. J'ai essayé d'être très, comment on dit, straight to the point. Je t'ai pas mis trop de flafla parce qu'on s'entend que c'est l'histoire d'une vie que je t'ai racontée. Il y en a eu beaucoup, des flaflas. Il y a eu des soirées arrosées, puis il y a eu des soirées où est-ce que j'ai décidé de, par exemple, pas aller faire mes entraînements. C'est pas une ligne droite. L'entraînement, c'est pas une ligne droite. Le retour aux bonnes habitudes, c'est pas une ligne droite. Je pense qu'il y a rien qui se fait nécessairement facilement.
Puis je pense que si mon parcours avait été facile, peut-être que j'aurais plus tendance à avoir abandonné. Parce que où est-ce que je suis maintenant aujourd'hui? Ça fait des années plus tard, là, ça fait 12 ans, si ma mémoire est bonne. Euh, j'ai tellement travaillé pour être où est-ce que je suis en ce moment, physiquement et mentalement. J'ai tellement rushé, puis je veux plus jamais retourner là parce que j'ai travaillé. Je pense que si ça s'était fait en claquant des doigts overnight du jour au lendemain, ben, ça aurait été tellement facile que ça aurait été facile aussi d'abandonner. Je sais pas si tu comprends ce que je veux dire, mais c'est sûr qu'au fil du temps, il y a eu des embûches, puis il y en aura encore. Puis il y aura des dérapes, puis il y en aura encore. Dans ce parcours-là, la question qui m'est le plus posée souvent, c'est quelle quantité de poids tu as perdu? Je vais la répondre. Je vais la répondre parce que je vais sûrement l'avoir. J'ai perdu environ 20 livres, ce qui n'est pas euh, énorme, mais en même temps, c'est énorme parce que sur la balance, c'est 20 livres, mais ma composition corporelle a complètement changé. Euh, je sais, j'ai pris du muscle, j'ai pris de l'endurance, j'ai pris de la force. Et oui, j'ai perdu du gras, mais sur la balance, le chiffre que j'ai perdu, c'est 20 livres. Pour moi, dans ce parcours-là, qu'est-ce qui a le plus changé? C'est pas le 20 livres que j'ai perdu, c'est vraiment le mindset que j'ai acquis. Parce que quand je vous ai dit au début de l'épisode que j'ai à un moment crié après ma gestionnaire, euh, la Mélissa qui a crié après sa gestionnaire, c'est pas nécessairement la Mélissa que tu vois sur tes réseaux sociaux au quotidien. By the way, ça t'en a me suivre, Mélissa, barre en bas, plante sur Instagram, TikTok. Euh, cette Mélissa-là était pessimiste, celle qui a crié après la gestionnaire. Elle était pessimiste, elle était négative. Elle était, ben, évidemment, au bout du rouleau. Fait que, tu sais, l'énergie, le sourire, c'était absent. Il n'y en avait plus. J'avais arrêté de rêver. J'avais arrêté de croire que la vie, c'était plus que se lever, aller travailler, revenir à la maison, s'effoirer, aller se coucher, puis recommencer le lendemain. C'était ça, puis dans ma tête, c'était pour être ça pendant 35 ans. J'avais arrêté de voir le plaisir. J'ai arrêté de voir euh, en fait, c'est pas que j'ai arrêté, je savais pas ce que les gens faisaient d'autre que ça, travailler. C'est triste, hein? C'est triste quand je le dis comme ça. Donc, c'était une Mélissa qui était irritée, irritable, qui était frustrée de à peu près tout ce qui pouvait être. Euh, mon teint, si j'avais pas un beau teint, cerné sans fin. Euh, donc, ce qui a changé, ben, j'ai encore des cernes. Je pense que c'est mieux, par contre. Mais c'est vraiment mon mindset qui a changé. Ma joie de vivre, ma bonne humeur, mon sourire. Je pense que c'est ça qui fait la plus grosse différence. Et aussi le fait que je recommence à rêver et je crois en moi. Je pense que je suis la plus grande force de ma vie, c'est moi. C'est de croire en moi et en mes capacités. Et ça a été un travail. Puis je veux le redire avant de faire l'épisode. Puis je veux aussi redire que tout ce que je t'ai raconté là, je te l'ai peut-être dit quoi en 30 minutes. On va regarder le chronomètre. Mais ça s'est pas fait overnight. C'est pas fini. C'est avec le cheminement de ma vie. Probablement qu'à l'intérieur de moi, je suis une personne passionnée. Je suis une personne intense. Puis probablement que euh, je sais que j'ai l'addiction pas loin. Tu sais, l'addiction de comme le workaholic. C'est juste qu'en 2024, être workaholic, c'est presque valorisé, mais je pense que j'ai ça pas loin en moi. Je suis capable de me dépasser quand j'ai quelque chose en tête. Et ça peut devenir, comme là, c'est devenu très, très négatif. Mais je sais que j'aurai d'autres embûches, c'est pas terminé, je vais encore travailler sur moi. Et quand je vais te raconter cette histoire-là, peut-être dans un autre 10 ans, 12 ans, euh, je vais être ailleurs. C'est un cheminement d'une vie. Fait que j'espère t'avoir inspiré. C'était vraiment ça le but. Le but, c'est pas de me plaindre et de faire non, pitié, je suis plus là, j'ai plus envie de me faire plaindre. Il fut un temps que c'est ce que je voulais. Euh,
quand ça n'allait pas, mais c'est plus vraiment ça maintenant. L'idée, c'est vraiment de t'inspirer, de te dire que je te comprends, ça va pas. De te dire aussi que je te comprends si tu te sens perdu, si tu sais pas par quel bout commencer. C'est probablement normal, mais je pense que ici, dans ton cœur, tu sais exactement par quoi commencer. C'est juste que des fois, c'est plus facile de rester dans la zone qui est inconfortable, qui nous détruit peut-être un peu, parce que cette zone-là, on la connaît. Cette zone-là est inconfortable, mais en même temps, euh, c'est une zone où est-ce qu'on est à l'aise. On est à l'aise dans notre malheur. Puis on sait des fois où aller, mais de changer de cette zone-là, d'aller dans une zone qui est inconnue, ça devient très inconfortable. Puis personnellement, j'ai souvent choisi de rester le nez dans mon malheur plutôt que de prendre un pas. En anglais, on dit a leap of faith, un pas de grâce. Ça se dit? Je sais pas si ma traduction est bonne, mais de prendre un pas pour croire en toi, puis aller un peu vers l'inconnu, mais vers l'endroit que tu sais que tu devrais aller. Donc, bref, si tu es perdu, tu sais pas par où commencer, écoute ton cœur. Je suis certaine et persuadée que tu sais exactement par où commencer. Il faut juste que tu aies confiance en toi. Et comme je dis souvent à mes queens à la communauté, t'enlèves le nez de ton caca. On va finir là-dessus. Je t'explique rapidement ce que ça veut dire. Ça veut dire que des fois, on est bien où est-ce qu'on est dans notre malheur. Comme j'ai dit, quand je parle à mes clients, des fois, on aime ça, garder le nez dans notre caca. Ça veut dire rester dans l'inconfort. Mais enlève ton nez de ton caca, puis va voir ailleurs, tu vas voir, ça sent meilleur. Là-dessus, je te dis un gros merci de m'avoir écouté. J'espère t'avoir inspiré à passer à l'action. C'est vraiment le but du podcast On Tremplin. Passe à l'action dans l'imperfection. Si tu penses que l'épisode peut aider quelqu'un, je t'invite à la partager avec une amie, avec quelqu'un de la famille ou sur tes réseaux sociaux. Tu peux même me taguer. Mélissa, barre en bas, plante. Je t'invite aussi à venir me jaser en message. Ça va me faire plaisir. Puis là-dessus, ben, on se dit à très, très bientôt.